Donc, ouais, pour resituer rapidement les choses, donc, dans le master droit social, vous avez aujourd'hui trois parcours. Donc, ces trois parcours, ce sont le parcours droit de l'emploi et des relations sociales, qui est dirigé par François Petit, alors qui vous sera présenté à une autre date ou que ça a peut-être déjà été fait, j'en sais rien. Donc, ce parcours, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un parcours qui est réservé à la formation en alternance. Alors, pas la première année, mais la deuxième année. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans ce parcours droit de l'emploi et des relations sociales, en seconde année de parcours, vous êtes en alternance en entreprise, cabinet d'avocat, etc., etc. Donc ça, c'est un premier parcours. Vous avez un deuxième parcours qui est le parcours de droit social comparé, qui est dirigé par le professeur Jérôme Porta, qui a pour spécificité d'imposer, hein, c'est obligatoire, une mobilité au second semestre de chacune des années. Voilà, donc voilà, c'est très spécifique, donc il y a 10 personnes uniquement. Bon, il faut vraiment avoir un profil particulier, vouloir travailler dans une institution internationale ou un cabinet international. Donc voilà pour cela. Et donc le troisième parcours, c'est celui que nous co-dirigeons avec le professeur Tourneau, à savoir enjeux et techniques du droit social, qui vient en remplacement, et c'est ça que je voulais surtout préciser, qui vient en remplacement de deux parcours historiques, le parcours droit du travail et de la protection sociale que je dirigeais, que je dirige encore, hein, je vais revenir, et le parcours droit des relations de travail dans l'entreprise que dirige le professeur Sébastien Tourneau. Donc, ces deux parcours ont été fusionnés et à la rentrée prochaine, va ouvrir donc à la place de ces deux parcours le parcours enjeux et techniques du droit social, ETDS, enjeux et techniques de droit social. Donc, ça signifie hein, qu'il y aura quand même une seconde année des parcours qui disparaissent encore à terminer, si je puis dire. Donc voilà, donc c'est pour vous, hein, ce qui vous concerne. À la rentrée prochaine, vous avez peut-être vu sur les sites ou je ne sais pas quoi, parce que ça a été actualisé assez récemment, parler de droit du travail et de la protection sociale, droit des relations de travail dans l'entreprise. Cela ne vous concerne pas. Vous, ce qui vous concerne, c'est droit de l'emploi et des relations sociales, droit social comparé et enjeux et techniques de droit social. Donc voilà pour cette contextualisation, si je puis dire. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le parcours désormais, en jeu technique de droit social. Donc, vous l'avez compris, il se substitue à deux parcours. Alors là aussi, hein, pour revenir un petit peu en arrière, ces deux parcours, je ne sais pas si ça va vous parler, il y en avait un, c'était un ancien DEA, diplôme d'études approfondies, devenu master recherche ensuite, et l'autre, c'était un ancien DESS, droit, diplôme d'études, c'était quoi déjà, Sébastien, DESS Euh, un master professionnalisant. Ouais, voilà. Et c'était devenir un master professionnalisant. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans le nouveau parcours, là, celui qui va ouvrir à la rentrée, nous avons conservé un petit peu ce qui faisait l'essence de ces parcours, puisque vraiment, pour aller tout de suite sur le parcours lui-même, ce qui va les caractériser aujourd'hui, c'est que d'une part, vous avez un mémoire de recherche à faire. C'est obligatoire. Donc, sur un sujet donné, on va y revenir, les étudiants qui entrent dans ce parcours doivent faire un mémoire de recherche qui commencera dès la première année de master. Voilà, donc ça, oui, c'est ce qui reste, si je puis dire, du parcours droit du travail et de la protection sociale, l'obligation de faire un mémoire de recherche qui est un exercice, je le dis tout de suite, qui est extrêmement formateur. Voilà, faut arrêter de penser que ça sert à rien de réfléchir. Oui, c'est ça en fait. Faire un mémoire de recherche, c'est apprendre à réfléchir sur des questions données, c'est acquérir une méthode de raisonnement, de construction, d'écriture, etc. Donc autant de choses qui peuvent quand même être utiles à un juriste, hein, puisque tout juriste, ben, quelle que soit sa profession, il va apprendre à réfléchir, à écrire, à construire, etc. Donc voilà, faire un mémoire de recherche, encore une fois, alors oui, hein, c'est un peu de travail, mais bon, si on n'a pas envie de bosser, il vaut mieux s'arrêter à la troisième année de licence. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement formateur. Donc ça, c'est une des premières grandes caractéristiques. L'autre caractéristique, et là, c'est ce que nous avons conservé du parcours 3D relations de travail dans l'entreprise, c'est que en seconde année, cette fois-ci, il y a un stage obligatoire de 5 mois. Voilà, donc c'est plus 3 mois, c'est pas 4 mois, c'est 5 mois de stage obligatoire. C'est pour ça, vous voyez, vous comprenez pourquoi on fait commencer le mémoire de recherche dès la première année, puisque va falloir partir en stage dès le mois d'avril, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la soutenance du mémoire, puisqu'il y a une soutenance de mémoire, aura lieu au mois de mars. Donc voilà, c'est vraiment, à mon avis, les deux aspects saillants, je crois, de ce parcours. Ce mémoire de recherche obligatoire avec des sujets qui vous seront donnés. Et notre idée, c'est peut-être catégoriser les sujets en fonction ben, voilà,
de votre projet professionnel. Certains parmi vous veulent être avocats en droit du travail, d'autres veulent être juristes d'entreprise, juristes en cabinet d'expertise comptable, inspecteurs du travail, etc., etc. Et donc, il y aura des sujets au regard des différents parcours professionnels, voilà, pour vous permettre dès la première année de choisir, de vous orienter vers ce parcours professionnel. Alors, rien n'est jamais rédhibitoire, hein. C'est pas parce qu'on a pris en mémoire qu'il y a un sujet proche de l'inspection du travail qu'on ne peut pas devenir ensuite avocat. Mais voilà, oui, ça permet un petit peu de se spécialiser, si je puis dire, dès la première année. Et donc, le stage, vous voyez, le stage en plus qui peut être couplé aussi avec le mémoire hein, sur une question donnée. Enfin bref, tout ça sera un petit peu à construire. Donc voilà pour ces premières précisions. Donc voilà les deux aspects principaux hein, de ce parcours qui va le distinguer des deux autres, hein. Vous avez compris, c'est dans les deux autres, vous n'avez pas de mémoire de recherche. Alors si, peut-être dans le droit social comparé, il y en a un. Voilà. Mais nous, on a fait le choix d'avoir à la fois ce côté, si je puis dire, professionnalisant. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que faire un mémoire de recherche, c'est aussi professionnalisant. Il faut arrêter de penser. Il y a que les idiots qui pensent que faire un mémoire de recherche, c'est un truc ultra théorique pour partir dans les nuages, etc. Non, faire un mémoire de recherche, encore une fois, c'est ancré dans la pratique, hein. Un juriste, c'est quelqu'un qui fondamentalement doit savoir réfléchir. Celui qui qui sait pas réfléchir, il sera remplacé par une intelligence artificielle. Donc voilà, donc à partir de là, il faut faire des choix, à mon avis, un petit peu conséquents. Donc voilà pour cette première présentation. Si le professeur Tourneau a des choses à rajouter, je lui laisse bien sûr. Oui, bon, peut-être un ou deux mots sur deux autres particularités de ce parcours en jeux et techniques de droit social et qui font également la différence avec les deux autres parcours. D'abord, c'est un parcours dans lequel vous serez amené, si vous le choisissez, à suivre des enseignements de droit de la sécurité sociale, de droit de la protection sociale, ce qui est beaucoup moins le cas dans le parcours droit de l'emploi et des relations sociales. Ce à quoi nous tenons beaucoup. Alors, un certain nombre d'entre vous sont un peu effrayés. Nous l'avons été à votre place avant de rentrer à l'époque, nous en maîtrise, mais c'est la même chose pour le master, à l'égard de cette discipline. C'est une discipline que vous découvrez, je crois, avec plaisir, où on apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement social de notre pays, sur tout un tas de choses qui sont extrêmement utiles pour les entreprises. Et surtout, parce que c'est ça qui nous importe le plus pour vous, une discipline, un domaine dans lequel on peut faire de très très belles carrières, avec des niveaux de rémunération que vous n'imaginez pas quand on est avocat spécialiste du recouvrement de cotisations sociales ou on devient directeur d'une caisse de sécurité sociale, ce qui arrive après avoir fait le master droit social à Bordeaux. Eh bien, on fait vraiment des très très belles carrières, parfois plus intéressantes que celles qu'on peut faire en droit du travail. Donc, il y a du droit de la protection sociale qui est très important en Master 1, un petit peu moins en Master 2, mais vous en ferez pendant les 2 années. Puis la deuxième chose qui fait aussi un peu la particularité du parcours enjeux et techniques de droit social par rapport aux deux autres parcours du Master, c'est que au cours des 2 années, ceux d'entre vous qui rentreront dans ce parcours devront suivre des enseignements très concrets à la clinique du droit. Différents types d'enseignements. Je vous en donne rapidement un aperçu. La participation au service d'information juridique qui consiste à recevoir, les étudiants reçoivent des citoyens qui viennent poser des questions juridiques en droit du travail ou en droit de la protection sociale pour leur apporter des réponses, de l'information. Le projet Objectif Droit qui consiste pour des étudiants à aller dans des classes de collège, de lycée ou auprès d'associations, là aussi pour faire de l'information juridique. Ou encore le projet Recherche en action, qui cette année est mené par le professeur Rosereau et Madame Lacoste-Marie, qui consiste à travailler avec un organisme, une association, une entité publique. Actuellement, c'est avec une fédération CFDT que les étudiants travaillent pour mener un grand projet d'ampleur et les aider, leur apporter des recommandations sur un sujet qui les intéresse. C'est une méthode d'enseignement du droit qui n'est plus tout à fait nouvelle. Ça fait une dizaine d'années qu'on connaît ça à l'Université de Bordeaux. Mais il n'y a quasiment aucun master, à part peut-être le master droit des personnes et des familles, qui intègre autant d'activités et d'enseignement de la clinique du droit que le master droit social, parce que nous pensons que c'est un moyen de vous faire faire du droit de manière concrète, dans la réalité, et que par conséquent, c'est un très très bon moyen de formation. Voilà pour ce que je voulais ajouter sur ce qui fait, disons, les marqueurs d'identité de ce parcours. Merci Sébastien. Alors,
juste pour rebondir aussi sur les débouchés, avant de venir un petit peu sur le contenu, mais rapidement, hein, du parcours. Voilà, sur les débouchés, ils sont larges, hein, les débouchés du droit social. Professeur Tourneau vous en a dit quelques-uns. Pour tout vous dire, alors évidemment, on n'a pas de retour sur le master, le parcours en géotechnique de droit social, puisqu'il il ouvre à la rentrée prochaine. Mais sur les deux qui vont disparaître, les taux d'insertion sont excellents. Voilà, donc nous, on n'a aucun souci sur l'insertion de nos étudiants pour ce qui est du droit social. Et j'insiste sur la richesse des débouchés. Voilà, c'est pas que avocat, ça peut être juriste, je disais tout à l'heure, en cabinet d'expertise comptable, en entreprise, dans des entreprises d'assurance, etc. Il y a l'inspection du travail, il y a un concours que vous ignorez sans doute, c'est ce qu'on appelle l'École nationale de sécurité sociale. Et c'est là-dessus que vous avez aussi de très, très beaux parcours où vous devez être directeur d'une caisse de sécurité sociale. Et être directeur d'une caisse de sécurité sociale, c'est à la fois gérer des prestations sociales pour aller très, très vite, mais c'est aussi faire de la gestion du personnel. Donc voilà, donc lorsqu'on fait du droit social, très clairement, il n'y a pas de souci d'insertion. Encore une fois, voilà, lorsqu'on est un bon juriste. J'ajoute aussi, parce que c'est important, faut arrêter de penser que l'insertion, c'est uniquement via l'alternance. Voilà, on s'insère parfaitement avec des masters qui sont axés formation initiale et qui sont déconnectés de l'alternance. Il n'y a pas longtemps, Le Monde Campus, enfin même la semaine dernière, a publié une étude. La différence entre des étudiants qui suivent un parcours en alternance et ceux qui suivent un parcours plus classique, elle est de 4 points d'insertion à 30 mois. Pour dire les choses très simplement, à 30 mois, 95% des étudiants qui ont fait l'alternance sont insérés. 91% de ceux qui ont fait un parcours plus classique dans la même discipline sont insérés. Donc voilà, donc là aussi, je préfère y répondre dès à présent. Sortez-vous de l'esprit que pour s'insérer dans la vie professionnelle, si on n'a pas fait l'alternance, oh là là, ça va être la catastrophe. Non, non et non. Bah, sinon, de toute façon, on mettrait, enfin, il n'y aurait plus que de l'alternance à l'université. Donc voilà. Alors après, je vois, j'en profite, il y a des questions. Bonjour messieurs, dispenserez-vous des cours de rédaction d'actes en M1 ou M2 pour les étudiants qui souhaiteraient passer? Oui, alors ça, on va y venir. C'est une très bonne question. Donc, on va venir un petit peu sur le contenu. Alors, on va peut-être s'attarder sur la première année du parcours, puisque c'est celle qui va vous concerner le plus tôt. Donc, je ne vais pas tout reprendre, hein, parce que ça serait un petit peu fastidieux. Vous pouvez aussi aller voir vous-même la maquette, hein, elle est sur le site de l'université de la faculté. Donc, c'est assez classique. Donc, vous avez des blocs de connaissances, des blocs de compétences. Donc, pour ce qui est du premier semestre, bah, vous avez d'abord des unités fondamentales, enfin, une unité fondamentale avec au choix, alors très rapidement, droit de la rémunération et du temps de travail, droit social international et européen, système de protection sociale. Donc là, il faut en choisir deux sur trois. Les deux matières sont assorties de travaux dirigés, donc vous avez déjà un premier choix ici. La matière qui n'est pas prise en TD doit être prise ensuite obligatoirement en option. Et vous choisissez ensuite une autre euh, matière parmi trois, histoire de droit social, droit social comparé. Donc voilà, je ne vais pas trop décrire ça. Donc, quand même la richesse, hein, une pluralité de choix, donc une pluralité de disciplines qui vous sont proposées. Et pour répondre à la question qui était posée, vous devrez également, parce que là c'est une obligation, suivre ce qu'on a appelé nous des ateliers d'écriture. Voilà, des ateliers d'écriture et qui, en fait, pensez-vous, bon, après, on y reviendra après hein, sur les conditions d'admission. Là, bon, ben, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, les conditions d'admission. Oui, il faut passer par là, mais on décrit d'abord un parcours. Ouais, les ateliers d'écriture, donc en fait, il y en aura, ils seront divers. Il faudra en choisir deux sur cinq, Sébastien, c'est ça, hein. Donc, Oui, c'est ça. Enfin, non, il y en aura un qui sera obligatoire pour le parcours ouais, un qui sera ETDS. obligatoire. Comme vous devez faire rédiger un mémoire, l'atelier d'écriture, méthodologie de la recherche sera obligatoire pour vous. Et vous pourrez en choisir un autre parmi les quatre qui seront, de mémoire, j'espère ne pas me tromper, méthodologie du rapport, rédaction de conclusion, rédaction d'actes et notes de synthèse. Voilà. Donc là encore, hein, en fonction de votre projet, ben voilà, celui qui veut être avocat prendra l'atelier d'écriture, rédaction d'actes. Celui qui veut passer en inspection du travail, ben, peut-être qu'il prendra plutôt le rapport de synthèse, etc., etc. Donc, ouais, vraiment, là aussi, hein, on a quand même, on a réfléchi beaucoup hein, avant de constituer ce parcours. On a vraiment voilà, souhaité faire quelque chose qui, encore une fois, est
professionnalisant, comme peut l'être n'importe quel autre parcours, y compris l'alternance. Donc, voilà pour le premier semestre. Très rapidement, bon, sur le second semestre, bon, on retrouve du droit de la protection sociale, hein, avec les régimes de sécurité sociale, qui est obligatoire. Là, il n'y a pas le choix, mais bon, c'est très important. Le professeur Tourneau l'a dit tout à l'heure. Penser que la sécurité sociale, ça sert à rien ou c'est pas important, il faut être quand même gravement à côté de ses pompes, quoi. Il n'y a pas que le droit fiscal dans la vie, hein. Voilà, tout citoyen est soumis à cela. Donc c'est important, oui, le droit de la sécurité sociale. Et ensuite, voilà, vous avez du contentieux social, où là, à nouveau, on vous emmènera plutôt sur toutes les questions, voilà, l'accès au prud'homme, mais pas que, la procédure prud'homale, etc., etc. Un nouveau cours intéressant qu'on a intitulé Protection de la personne au travail. Là, on vous parlera santé et sécurité au travail, on vous parlera discrimination, etc. Des matières à option également qui vous sont proposées, droit des entreprises en difficulté, droit de l'emploi, droit de la fonction publique. Donc voilà, hein, sans rentrer dans le détail, juste pour dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et encore une fois, pour tous les goûts, mais aussi avec des possibilités de choix en fonction, toujours pareil, d'un projet professionnel. Voilà. Peut-être que celui qui veut être inspecteur du travail aura intérêt, sans que ce soit obligatoire, à aller voir du côté du droit de la fonction publique, puisque lui-même sera fonctionnaire s'il réussit le concours. Celui qui veut être juriste en cabinet ou avocat, peut-être qu'il aura intérêt à faire du droit des entreprises en difficulté, parce que voilà, il y a quand même des liens assez forts entre le droit du travail et le droit des entreprises en difficulté, hein. Le droit des entreprises en difficulté, vous ne le savez pas encore, mais ce sont les règles qui viennent gouverner, pour faire simple, une entreprise qui se trouve en faillite. Et lorsqu'une entreprise est en faillite, les premiers à trinquer, ce sont quand même les salariés. Donc voilà, les liens sont assez importants. Donc voilà, donc c'est un contenu assez homogène. Donc voilà, donc sauf si Sébastien Tournois a des choses à rajouter. On ne va pas forcément aller plus loin sur le contenu. Encore une fois, voilà, vous pouvez aller voir la maquette. On pourra ensuite répondre à vos questions. On va peut-être dire deux mots maintenant, parce que j'imagine que c'est ça qui vous intéresse sur les... Oui, vas-y, Sébastien. Juste une petite bricole, simplement pour vous dire que, et ça c'est vraiment une nouveauté, et je pense que non, pour l'instant ça n'existe pas dans d'autres mentions, dans d'autres parcours, un certain nombre des cours du Master 1, en particulier les cours à option, seront sans doute partagés entre plusieurs enseignants. Il n'est pas du tout impossible que certains cours, comme par exemple le droit pénal social, vous ayez 4, 5 enseignants différents qui vont faire 5, 6 heures sur des thèmes sur lesquels ils sont spécialistes. Et donc, ben, ça rentre vraiment dans la logique du master avec des intervenants variés, avec des mises en perspective. Et ça nous paraît très important. C'est plus difficile à faire sur les matières fondamentales à travaux dirigés parce que justement, il y a les travaux dirigés qui doivent suivre à côté. Mais nous essaierons de promouvoir une logique de pluralité d'intervenants sur les autres enseignements. Merci. Alors, quelques mots Après, encore une fois, on pourra revenir hein, sur le contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, on est là pour y répondre. Donc, sur les conditions d'accès au parcours en jeu et technique de droit social, bon, évidemment, on va privilégier les licences de droit. Mais pas que, puisque on est assez attaché aussi à prendre des étudiants qui viennent d'AES. Voilà, ça ne pose aucune difficulté. On reçoit souvent des mails. Est-ce qu'on prend des étudiants qui viennent d'AES? Oui, bien évidemment, on n'est pas sectaire. Droit AES, ça nous va tout à fait. Alors, pour une fois, on regarde la qualité du dossier, hein, bien évidemment, mais voilà, il n'y a pas d'exclusion pour les étudiants qui viendraient de l'administration économique et sociale. Comme d'ailleurs, il n'y a pas d'exclusion. On pourrait tout à fait imaginer prendre quelqu'un qui viendrait de sciences économiques, hein, pourquoi pas, si voilà. On regarde les dossiers de manière très très attentive. Alors ensuite, pour répondre très directement à une question, ce n'est pas un problème fondamental que vous n'ayez pas choisi le droit du travail en troisième année de licence en TD. Voilà. Là non plus, on ne va pas écarter un dossier parce que le candidat ou la candidate n'aurait pas choisi le droit du travail en matière à travaux dirigés en troisième année de licence. J'ai même envie, alors en exagérant peut-être un peu, mais on n'écartera pas non plus un dossier d'un étudiant qui n'aura jamais fait le droit du travail. Voilà. Parce qu'après tout, alors évidemment, on ira chercher d'autres garanties, hein, si je puis dire, dans l'examen du dossier, mais voilà, nous, on n'écarte rien, on n'exclut rien. Voilà, un étudiant qui aurait trois excellentes premières années de droit, qui n'aurait jamais fait du travail et qui va nous expliquer dans sa lettre de motivation, parce que ça sert à ça, une lettre de motivation, nous dire, bah, tiens, je me suis trompé, je machin, etc. J'ai pris conscience que, et j'ai envie de faire ça, bah, pourquoi pas? Voilà, donc évidemment, il faudra faire un petit rattrapage si cet étudiant-là venait à être pris en Master 1 sur ce qu'il n'a pas suivi en droit du travail. Donc voilà, donc encore une fois, très clairement, nous, on n'écarte pas par principe
des dossiers parce que, il n'y a pas de droit du travail en TD, parce qu'il n'y a pas de droit du travail du tout, parce que c'est l'AES, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose à souligner. Je ne sais pas si Sébastien souhaite compléter. Sur ce que tu viens de dire, non, je peux prendre le relais si en Oui, revanche, si vas-y, tu vas-y. Oui, veux. oui. Une chose qui sera sans doute le premier et le critère le plus important de sélection des dossiers, le professeur Rosereau l'a évoqué déjà, ce sera le niveau académique de vos dossiers, c'est-à-dire vos résultats. Vos résultats d'une manière globale, en première année, en deuxième année, bien entendu également vos résultats en droit du travail si vous avez mais vous serez donc quand même nombreux à l'avoir fait, suivi cette matière avec ou sans travaux dirigés. C'est le critère le plus important parce que d'abord, c'est le plus objectif et égalitaire, c'est-à-dire que vous avez tous été soumis, même si vous aviez parfois des enseignants différents au même type d'épreuve, euh, que ce soit à Bordeaux ou dans d'autres universités. Et puis parce que nous considérons que le master droit social est un master de haut niveau qui forme d'excellents juristes et donc, par voie de conséquence, il est nécessaire que ce soit des étudiants d'un bon niveau qui y entrent. Et puis, par ailleurs, nous ne souhaitons pas, comment dire, vous faire perdre du temps et prendre des étudiants dans le master dont nous pensons, et nous nous trompons rarement, nous avons un peu d'expérience, qu'ils échoueraient si nous les sélectionnons. Donc, le premier élément, c'est évidemment celui des résultats académiques. Après, d'autres aspects peuvent entrer en ligne de compte dans la sélection. Le professeur Rosereau a évoqué la motivation. Moi, je vais le mettre, cette motivation, la lettre de motivation, dans un ensemble un peu plus vaste. La plateforme Mon Master va vous demander de nous fournir un certain nombre de documents, de justificatifs, d'éléments. Nous vous invitons à être particulièrement attentifs à ce qui vous est demandé. Parce que c'est un très mauvais signal quand il arrive ce qui m'est arrivé par exemple l'an passé. J'avais demandé dans la plateforme à ce que on ne me donne pas de lettre de motivation parce que vous êtes, sans vouloir vous faire offense, vous êtes souvent pas très bon pour rédiger les lettres de motivation. Donc j'avais demandé plutôt qu'on me fournisse un document de 10 lignes indiquant quel était votre projet professionnel. Je crois que sur 900 candidatures, j'en ai eu 15 qui ont respecté cette consigne. Autant vous dire que ceux-là, je les ai grandement favorisés dans la sélection parce qu'ils avaient suivi ces consignes. Euh, ou de la même manière, lorsque l'on envoie une lettre de motivation pour entrer dans le parcours en jeu et technique de droit social et que cette lettre de motivation est adressée à Monsieur Guillaume Vicaire ou à Madame Laura Sotoni, directeur ou directrice de tel ou tel master, autant vous dire que cela fait très mauvais effet parce qu'on a un peu l'impression que en fait, vous n'en avez rien à faire et que vous n'avez pas du tout envie de rentrer dans le master puisque vous n'avez prêté aucune attention et aucun temps et vous vous êtes appliqué pour cette candidature. Donc la motivation, oui, mais d'une manière générale, ça se voit pas seulement dans la lettre de motivation, ça se voit aussi dans le soin que vous prenez à remplir ces documents. Il faut bien que vous ayez en tête que donc l'an passé, je crois que le professeur Rosereau, pour le parcours droit du travail et de la protection sociale, avait 600 ou 700 candidats. J'en avais 900 pour le parcours droit des relations de travail en entreprise. Nous regardons chaque candidature dans le détail, en lisant les documents. S'il vous plaît, ayez le respect. Nous respectons vos candidatures et ayez aussi le respect de notre travail, c'est-à-dire donnez-nous les éléments qui nous permettent véritablement de juger de la qualité de vos dossiers et de vos candidatures. Peut-être pour le reste, on me demande souvent, donc je vais anticiper la question, on nous demande souvent si le fait d'avoir fait des stages ou de travailler, d'avoir un emploi étudiant à côté est plutôt un avantage ou plutôt un handicap. De mon point de vue, c'est ni l'un ni l'autre. Ce ne sont pas des éléments qui vont vous desservir, mais il est assez rare que ça nous permette de faire pencher la balance lorsqu'on a des doutes sur un dossier, parce que l'on sait très bien que le fait d'avoir fait des stages, c'est moins vrai pour les emplois salariés, mais le fait d'avoir fait des stages avant le master dépend beaucoup du réseau personnel et professionnel, du capital social, comme dirait mon fils qui fait des études de sociologie. Et par conséquent, bah, certains d'entre vous sont favorisés parce qu'ils ont des juristes dans leur entourage, d'autres non, et donc nous n'avons pas envie de vous sélectionner sur ce critère-là. Oui, enfin, je suis évidemment tout à fait d'accord. Juste pour compléter, moi j'ajoute vraiment, faut s'appliquer hein, sur l'aide de motivation, mais pas que vis-à-vis de nous, hein. Vous allez faire d'autres candidatures.
voilà, il ne faut pas laisser l'impression à ceux qui lisent l'aide de motivation qu'en fait vous en avez fait une et vous avez juste changé le nom du parcours. Voilà, il faut un petit peu les personnaliser. Alors, voilà, au regard du parcours que vous demandez, de l'université que vous demandez, etc., etc. Donc non, les erreurs de parcours en licence ne sont pas enfin, ne sont absolument pas rédhibitoires, comme il n'est pas non plus rédhibitoire d'avoir redoublé. Voilà, pour ceux que ça inquiéterait. Peu importe, voilà, on a tous eu dans notre carrière des trous, voilà, des moments où on n'était pas bien, où on a pu avoir une mauvaise note ici, etc. Peu importe, vraiment, et le professeur Tourneau l'a dit, on regarde vraiment le dossier de manière attentive, hein. Voilà, on y passe un temps fou. J'aime autant vous dire que ça nous prend du temps de faire ça. Donc voilà, encore une fois, euh, et puis une sélection, vous voyez, elle est toujours relative, en fait. Moi, c'est ce que je dis souvent, hein. C'est-à-dire qu'on sélectionne des dossiers par rapport à d'autres. Voilà, donc vous dire par exemple, ah ben non, hein, on prend que ceux qui ont 15 de moyenne générale, ça n'a aucun sens. Voilà, certaines années, on prendra à tel niveau parce que les dossiers sont peut-être un peu moins bons, etc. Une sélection est relative. Donc, il est toujours très, très difficile de se juger in abstracto, si je puis dire, parce que ben, on ne connaît pas les autres dossiers de candidature, tout simplement. Alors oui, on a beaucoup, voilà, tout à l'heure, le professeur Tourneau l'a dit, hein, on a un peu plus, voilà, autour de 700 dossiers en moyenne de candidature. Là, il y aura 35 places, hein, dans le parcours offert. Voilà, il ne faut pas non plus s'en effrayer. Vous imaginez bien, nous, on reçoit des candidatures de toute la France. On prend des étudiants très bons de Lyon, mais bah, comme ils sont très bons, bah, ils sont pris à Lyon, mais ils ne viennent pas à Bordeaux, etc., etc. Donc, voilà, ne vous effrayez pas non plus de ça. Voilà, faut avoir confiance dans son dossier, mais bien le construire, bien le préparer, bien faire ce qu'on vous demande de faire, de mettre, bah voilà, si on vous demande la moyenne générale, on met la moyenne générale, etc. Voilà, il y a des choses à faire. Voilà, moi je ne sais pas, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut répondre à vos questions. Soit vous les mettez sur le chat, soit vous les posez à l'oral en ouvrant votre micro. N'hésitez, encore une fois, voilà, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, si vous avez des choses qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à nous demander, on répondra bien, bien volontiers. Voilà. Vous avez la parole ou vous avez la main si vous souhaitez l'écrire. En attendant que les questions vous viennent, je vais revenir une seconde sur un point qui a été développé tout à l'heure par le professeur Osero, qui est la question des mémoires. Je veux y revenir parce que je sais que ça effraie un certain nombre d'entre vous pour des raisons souvent, à mon avis, erronées, mais euh, en tout cas, le fait est que souvent ça vous effraie. Je voudrais insister sur ce que vous a dit le professeur Osero, c'est-à-dire que imaginer pouvoir devenir juriste, quel que soit le métier du droit dans lequel vous vous dirigerez, euh, imaginez pouvoir devenir juriste sans avoir des bonnes qualités d'argumentation à l'écrit et d'écrit, c'est totalement illusoire. Et vous ferez autre chose, en fait. Si vous n'êtes pas capable d'écrire convenablement, c'est pas ces métiers-là que vous ferez. Donc, c'est vraiment important pour nous, pour que vous ayez les meilleurs débouchés possibles, les meilleurs postes possibles, les meilleures rémunérations possibles en sortant du master, que vous soyez bien formé, y compris à l'écrit. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas un exercice impossible. Nous n'avons pas des exigences démesurées. Le but, c'est pas que vous entriez tous en doctorat. On n'a qu'une place par an à offrir pour un doctorant. Donc, on va pas prendre 35 personnes en espérant que les 35 deviennent chercheurs. C'est pas du tout notre but. En revanche, si on le maintient, c'est parce qu'on est complètement convaincu que c'est extrêmement formateur pour vous. Alors, juste avant de donner pardon, la parole, il y a deux questions là sur le chat. Alors, je répète, hein, c'est et le mémoire et le stage. C'est pas l'un ou l'autre. Notre idée, encore une fois, voilà, c'est parce qu'on considère qu'on sera très bien préparé en faisant les deux, donc vous n'avez pas le choix. Vous faites le mémoire de recherche et vous faites un stage de 5 mois. Mémoire de recherche qui commence en première année, qui se termine en deuxième année de master, en seconde année de master, et un stage qui évidemment conclut la seconde année. Et ensuite, oui, vous aurez la possibilité de toute façon, vous avez l'aide de motivation. Dans votre lettre de motivation, vous pouvez préciser toutes les formations que vous avez, le DU, le certificat, etc., des stages à l'étranger, etc., etc. Voilà. Donc, Mais ben, même, oui, pardon, allez. même des formations ou des qualifications extérieures. Moi, un étudiant qui a des diplômes d'entraîneur sportif et qui coach des jeunes, qui a passé un BAFA, qui a des diplômes en matière
de prévention de la santé ou de secourisme, ce genre de choses, ça montre beaucoup de choses aussi pour nous. Enfin, évidemment, il faut que les qualités de juriste soient bonnes, mais ça démontre un engagement qui, qui montre qu'on pourra compter sur vous. Donc, monsieur, vous avez une question? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfaitement. Merci, tout d'abord, merci messieurs pour votre présentation. Moi, j'avais deux questions particulières. La première, quel justificatif ou document vous demandez en plus sur la plateforme Mon Master, au-delà des relevés de notes et de la lettre de motivation? Et ensuite, deuxième question qui relève plus du parcours. À quel point vous suivez vos étudiants? Parce que ça, c'est une grosse question que j'ai. Les effectifs sont réduits en master. On est dans des plus petites classes. Vous disiez qu'on sera 35. À quel point vous avez un suivi individuel de l'étudiant, s'il a des difficultés, s'il a des questions pour l'accompagner sur les exercices, sur les TD. Est-ce que la relation avec le professeur, elle est un peu plus, entre guillemets, intime, même si je mets des grosses guillemets avec sur ce propos? Vas-y, Sébastien. Bon, sur le premier point, sur les documents qu'on va vous demander, c'est difficile de vous répondre parce qu'on vient de recevoir ce matin la demande de documents à vous communiquer et donc on n'a pas encore eu le temps d'y réfléchir avec Monsieur Osbro. Et donc, si on s'engage aujourd'hui, on pourrait pas y réfléchir avant de répondre, ce serait un peu embêtant. Mais enfin, on n'ira rien chercher de bien extraordinaire, hein. Ce seront des documents assez classiques. Il y aura un CV, sans doute une lettre de motivation, peut-être avec quelques indications sur ce qu'on attend dedans. Et bon, on verra. Ce qu'on avait demandé l'année dernière, c'est de nous indiquer des notes spécifiques. Je ne sais pas si on le refera cette année, mais quelle note vous avez eu en droit du travail ou quelle note vous avez eu en droit des contrats en deuxième année ou ce genre de choses, ce qui nous facilite un peu la tâche pour faire la sélection dans les dossiers quand ces informations, vous nous les mettez de côté. Mais donc, je suis désolé, Monsieur Burry, je ne peux pas bien répondre précisément à la première question. Sur la deuxième question, à quel point est-ce qu'on suit les étudiants? Alors, j'ai envie de vous dire que le vrai changement, il s'opère entre l'année de M1 et l'année de M2. En M1, vous êtes encore dans un format très proche de celui de la L3, même si j'ai évoqué tout à l'heure la possibilité que euh, plusieurs enseignants interviennent dans un même cours. Vous aurez des chargés de travaux dirigés qui seront là au quotidien et en proximité. Nous sommes évidemment disponibles. Moi, je réponds, d'ailleurs, je le fais déjà en L3 et bien avant, je réponds à toutes les demandes d'étudiants du moment qu'elles sont formulées de manière courtoise et respectueuse et j'aide autant que je le peux les étudiants. Mais il n'y a pas de vraie différence de mon point de vue, ou en tout cas pour l'équipe pédagogique de droit social en M1. En revanche, effectivement, à partir du M2, il y a plusieurs facteurs qui font que la situation va se rapprocher. D'abord, parce que vous serez très souvent en cours en très petite promo, alors qu'en M1, ce n'est pas encore le cas. En M1, vous allez avoir des cours mutualisés avec le parcours droit de la santé, parcours droit international, avec les autres parcours de droit social, vous serez régulièrement 150 en amphi. En M2, c'est plus le cas. En M2, effectivement, vous vous retrouvez à 25, 30, 35 avec un enseignant et c'est beaucoup plus propice à avoir des relations interpersonnelles, quoique tout à fait professionnelles, un peu plus étroites. Il y aura les suivis de mémoire qui font que là aussi, vous serez en contact, alors là, pour le coup, interindividuel avec un enseignant. Il y a beaucoup de séminaires où vous serez répartis en petits groupes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on ne peut pas tout vous dire, mais il y a beaucoup de travail en groupe en deuxième année de master, des groupes de 3, des groupes de 5, où vous serez en contact avec des enseignants. Donc, il y aura effectivement une plus grande proximité. Et en fait, le M2 est vraiment une année de transition. On essaye de vous faire quitter les habits d'étudiants en droit que vous aviez depuis 4 ans solidement attachés sur le dos pour petit à petit prendre des habits de professionnels. Et ça veut dire aussi changer le type de relation que vous avez avec l'enseignant, puisque une fois que vous serez diplômé, nous, régulièrement, on a des contacts avec des anciens étudiants à nous qui sont avocats ici, qui sont inspecteurs du travail là, juristes d'entreprise à tel autre endroit. Et évidemment, il n'y a plus de relations, ce sont des relations d'ordre professionnel, j'entends, hein, qu'on a avec eux. Donc, une fois que vous serez diplômé, vous serez un professionnel du droit et on veut vous préparer à ça. Donc, ça implique aussi, nous, d'avoir une posture légèrement différente, même si on reste les enseignants en M2. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais...
Juste pour compléter, hein, l'important, c'est quand même que le mémoire commence dès la première année de master. Donc, le suivi individuel avec une directrice ou un directeur de mémoire commencera dès la première année de master, ce qui nous différencie vraiment beaucoup des autres Master 2. Donc, voilà, vous aurez déjà un contact très, très proche avec un enseignant ou un enseignant-chercheur dès votre première année qui vous guidera dans le travail de mémoire parce qu'on est vraiment accompagné dans le mémoire hein, avec un rapport, voilà, comme disait le professeur Tourneau, interindividuel dès la première année. Alors, il y a quelques questions sur le chat, je les prends dans l'ordre, Sébastien complétera. Donc, aucun problème hein, lorsque vous venez du droit public, puisque qu'il y a de bien avec le droit du travail ou le droit social, c'est qu'il est vraiment au confluent du droit privé, du droit public. Tout à l'heure, je parlais d'inspecteur du travail. Ben, déjà, un inspecteur du travail, c'est un fonctionnaire. Il y a tout un pan du contentieux du travail qui est administratif, hein, vous l'apprendrez. Lorsqu'on fait du travail, lorsqu'on fait du contentieux, on n'est pas toujours devant le conseil de prud'homme, devant le tribunal judiciaire. Ben, parfois, on est devant le tribunal administratif, on est devant la cour administrative d'appel. Donc, aucun problème si vous venez du droit public et que vous avez fait un petit peu de droit du travail, vous serez la bienvenue. Pareil, hein, Pardon, Gilles, oui, vas-y. juste un mot sur ça. Pour confirmer évidemment ce que vient de dire le professeur Rosereau, vous avez sans doute remarqué qu'en licence troisième année, il existe des parcours, droit public, droit de l'entreprise, droit international, droit des carrières judiciaires, etc., mais qu'il n'existe pas de parcours droit social. C'est précisément parce que nous préférons qu'il y ait du droit social, du droit du travail dans tous les parcours, parce qu'il peut être très utile de venir du droit public, du droit international, du droit européen, du droit judiciaire, du droit privé, du droit de l'entreprise vers le droit social, que nous avons choisi de ne pas créer de parcours de droit social en L3, mais plutôt de laisser les étudiants de tous les parcours suivre le droit social, et si ça leur plaît, de venir. Et ça fait des promos très riches, avec des parcours qui se complètent, c'est très agréable, et ça permet de répondre aussi à ce que disait M. Osro tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité des débouchés professionnels qui suivent le master droit social. Et puis Gilles, vraiment, pour le quand on fait deuxième. du droit social et du droit du travail en particulier, on touche à tout, hein, le droit public, le droit administratif, le droit pénal, le droit des sociétés, etc. C'est vraiment une matière voilà, qui balade un petit peu le juriste un petit peu partout. Alors ensuite, est-ce possible de prétendre au master droit social avec une licence en droit obtenue en dehors de l'UE? Oui, hein, de toute façon, ça pose pas de problème, hein. On fait aussi une sélection, on a des dossiers qui viennent de l'étranger sans même un passage en France, donc ça, il n'y a pas de problème. Alors après, est-ce qu'on est sensible aux règles, pardon, aux lettres de recommandation? Moi, pas trop, je dois vous avouer. Je sais pas, voilà, ah ouais, enfin, encore une fois, dire les choses très simplement, hein, un mauvais dossier ne sera jamais rattrapé par une lettre de recommandation. Voilà, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Tourneau, mais moi, non, je suis pas très sensible aux lettres de recommandation. Non, j'y suis pas sensible non plus pour deux raisons. Bon, c'est pas notre culture. Si vous postulez dans une formation en Amérique du Nord, par exemple, et que vous n'avez pas de lettre de recommandation, on ne vous prendra pas. Mais pour obtenir une lettre de recommandation quand vous êtes aux États-Unis ou au Canada, je peux vous dire que vous avez intérêt à avoir sacrément fait vos preuves. On ne va pas vous la donner comme ça. Alors qu'en France, obtenir une lettre de recommandation, j'ai envie de vous dire, c'est d'une telle simplicité qu'en fait, ça n'apporte rien. Donc oui, le critère principal est définitivement le plus important, c'est celui des résultats académiques Et puis en voilà, lesquels vous avez davantage confiance. c'est aussi une question de principe d'égalité, quoi. Tout le monde ne connaît pas forcément, je dis n'importe quoi, un député, un sénateur, parce que moi, ça m'est arrivé par le passé, hein, de recevoir des lettres de recommandation d'un député. Bah non, je suis désolé. Voilà, si tout le monde pouvait y avoir accès, ok, mais moi, je suis vraiment très, très sensible hein, au principe d'égalité de traitement. Voilà, très sensible aussi à l'université républicaine. Moi, je viens d'un milieu très ouvrier. J'ai réussi à venir là parce qu'on m'a permis comme ça d'avoir accès à ça. Donc voilà, je suis pas, non, je suis pas très sensible à ça. Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais dossier? Ah, bah, enfin, Un bon dossier plutôt. ouais, vas-y, Sébastien. Qu'est-ce qu'on appelle un bon dossier? Je préfère répondre comme ça, puis vous raisonnerez à contrario pour déterminer ce qu'est un mauvais dossier. Un beau dossier, c'est d'abord un dossier qui a des résultats académiques équilibrés et de bon niveau. Alors, j'ai conscience que je ne fais que déplacer la réponse, mais je ne vais pas vous donner un niveau de note parce que ça n'est pas possible, parce que tout est relatif, que ça change chaque année. C'est un bon dossier, c'est un dossier dans lequel l'étudiant montre que sur les matières fondamentales, il s'en est plutôt bien sorti. Aujourd'hui, avec la construction des BCC en licence,
Vous ne pouvez plus valider une licence si vous n'avez pas validé vos BCC fondamentaux. Mais c'est vraiment important pour nous parce que c'est le seul endroit où vous écrivez encore, en fait, en réalité, en licence. Vous passez des QCM de partout dans tous les sens, mais il y a un endroit où vous écrivez, et j'en reviens à la sempiternelle question du fait qu'être juriste sans écrire, c'est absolument impossible. Donc, le fait que vous ayez des notes convenables sur les matières fondamentales, c'est très important. Ça peut être un bon dossier, même si vous avez pris une gamelle sur une fois sur une matière de droit du travail, hein. Si vous avez eu des bons résultats dans les autres matières fondamentales, mais qu'une fois, ça nous est tous arrivé, y compris le professeur Roseau et moi, de rater un examen. Bon, évidemment, si vous avez des gamelles partout, là, c'est plus un bon dossier, on est bien d'accord. Donc un bon dossier, c'est ça, et un bon dossier, c'est aussi un dossier qui prend le temps d'expliquer pourquoi le candidat pose une candidature pour entrer dans le master en jeu et techniques de droit social, qui explique quel est son projet professionnel, qui explique pourquoi il choisit plutôt ce parcours plutôt qu'un autre, qui explique si il a fait une licence de droit public ou s'il n'a pas fait d'été en droit du travail, pour quelles raisons est-ce qu'il va mettre en œuvre pour rattraper le retard qu'il aura pris parce qu'il n'aura pas suivi la matière en travaux dirigés. Un dossier qui respecte les consignes qui sont données par l'équipe pédagogique pour remplir la plateforme Mon Master. Si vous avez ces deux éléments, des résultats honorables, même si encore une fois, je ne peux pas être plus précis, et un respect du dossier que vous montez et de son contenu, ce sera un bon dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations? Bon, dans ce cas, nous espérons vous retrouver nombreux l'année prochaine en master. Peut-être une toute dernière chose pour vous dire que les listes d'attente, que ce soit d'ailleurs pour le parcours droit social ou pour tous les parcours que vous allez rencontrer, sont généralement très longues. Vous le verrez. Je crois que l'an dernier, j'avais une liste d'attente de 150 ou 160 étudiants pour le parcours droit des relations de travail en entreprise, qu'elle a été épuisée et que je n'ai pas réussi à remplir le master. Donc, si vous êtes très bas sur une liste d'attente, mais que votre espoir est vraiment d'entrer dans le parcours en jeu et technique de droit social, ne vous inquiétez pas outre mesure. Il sera rare que vous ne soyez pas intégré si vous avez été placé sur liste d'attente. Mais si vous êtes sur liste d'attente, c'est simplement qu'il y avait des dossiers qui étaient de meilleure qualité que le vôtre. Bon, mais plein de ces bons dossiers iront ailleurs, soit dans un autre parcours de la faculté de droit de Bordeaux, soit dans une autre université. Et donc, ne vous inquiétez pas trop si vous êtes loin au fond de la liste d'attente. Ça n'est pas du tout rédhibitoire. Comparez-vous les notes académiques aussi en fonction Mhm. Non, 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 enfin non, non, non. Après, voilà, moi je vais vous dire très clairement, entre deux dossiers équivalents, moi je privilégie le dossier local, hein, voilà, dire clairement les choses, hein, c'est normal, hein, moi il me semble, voilà, on a des étudiants, on sait comment ils ont été formés, donc sur du niveau équivalent, bah, moi ça sera un Bordelais plutôt qu'un Nantais, un Lyonnais ou un Strasbourgeois, j'en sais rien. Après c'est compliqué, hein. Alors parfois on suppute, parce qu'on voit beaucoup de dossiers, on se dit, tiens, dans cette université. Voilà, ça a tendance peut-être à monter un petit peu haut, mais bon, après, c'est très, très difficile, hein, de dire, bah non, un 15 à Strasbourg, c'est un 12 à Bordeaux. Enfin, heureusement, enfin, j'ose espérer que les collègues font pas ça ailleurs. Ça serait quand même problématique, sauf à venir soi-même de l'université, de connaître l'enseignant. Enfin, oui, non, à mon avis, il faut se garder de ça. C'est pas objectif. Nous sommes des écolos, on consomme local. À niveau équivalent. Il y a d'autres questions? Bon, de toute façon, on va mettre en. Monsieur, vous avez relevé la main ou elle est levée depuis tout à l'heure? Oui, exactement. J'ai encore une question. Ah, bah oui. Euh, Combien ça vous prend, je ne sais pas si vous pouvez révéler ces secrets de la sélection, mais d'étudier le dossier d'un étudiant en lisant sa lettre de motivation, en regardant les pièces justificatives, en regardant son dossier académique. Combien de temps vous passez à individualiser le profil avant de sélectionner ou de refuser? Ah, j'ai envie de dire, c'est assez variable. Enfin, moi, je me suis jamais chronométré, hein.
Je sais que l'an dernier, j'ai passé à peu près 70 heures pour faire une sélection sur 60 étudiants, donc ça prend du temps. Après, voilà, enfin, je pourrais le faire cette année, hein, comme ça je vous répondrai plus spécifiquement, mais non, je ne me chronomètre pas. Mais voilà, encore une fois, on vous l'a dit, on le répète, chaque dossier est lu de manière attentive. Voilà, c'est pas, tiens, oh, celui-là, il vient de Strasbourg, ça dégage. Un peu pour... Ah non, Strasbourg, oh là là, Strasbourg, non, c'est pas un bon niveau, j'écarte. Non, enfin, on fait pas ça. On regarde chaque dossier et franchement, ça nous prend du temps. C'est pour ça que moi aussi, je tiens à la notion de sélection, parce que si on ne fait plus de sélection, qu'on nous remplace par une intelligence artificielle ou un algorithme, hein. Non, non. Heureusement, on va être deux cette année, donc ça va peut-être alléger un petit peu le poids. C'est des grands moments de solitude et de travail que la sélection, j'aime autant vous dire. Il y a d'autres questions? Bon, ben, on va vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. De toute façon, ben, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est enregistré, donc ça va être mis sur le site de la faculté. Donc, certains de vos camarades qui n'auraient pas pu assister à la présentation, ben, vous pouvez leur dire de se connecter. Si des questions vous viennent après la présentation, vous pouvez aussi nous adresser un mail, soit au professeur Tourneau, soit même soit à nous deux. On vous répondra, parce qu'on fait ça aussi, on répond aux mails, hein, on répond au courriel, à condition qu'il commence par monsieur, pas par bonjour. Voilà, sinon, là, on répond pas. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions, voilà, même parfois des questions peut-être plus personnelles que vous n'avez pas osé poser aujourd'hui. Donc, on vous répondra bien volontiers. Voilà, à bientôt. Merci de votre présence et à Merci à... bientôt. Au revoir. Au revoir.